monde avant Clovis. Des tribus en guerre, à la naissance d'une France unifiée, imaginent un monde où le chaos règne, où des tribus divisées s'affrontent pour le pouvoir, et où survivre est une lutte de chaque instant. C'était le monde des Francs avant Clovis, ce roi guerrier qui, contre toute attente, réussit à unir un peuple fragmenté et posa les bases de la France moderne. Clovis n'était pas né dans le luxe mais en pleine guerre permanente, dans un temps où chaque tribu s'appropriait un territoire et où le pouvoir changeait de main à chaque bataille. Les Francs étaient l'une de ces tribus, mais Clovis avait quelque chose de plus, une ambition inébranlable, un esprit vif et une détermination farouche. Fils du roi Childéric, il hérita du royaume de son père, mais dut se battre pour le conserver. À seulement 15 ans, Clovis prit la tête de son peuple après la mort de son père. Mais il ne se contenta pas de régner sur un petit royaume. Il rêvait d'unir toutes les tribus franques qui parsemaient la Gaule et la Germanie. Depuis des années, ces tribus se faisaient la guerre et l'idée d'un royaume uni paraissait impossible. Pas pour Clovis. Il savait qu'il devait être à la fois un guerrier impitoyable et un stratège habile. Sa victoire à la bataille de Soissons en l'an 486 fut décisive. En battant Syagrius, un général romain, il conquit le nord de la Gaule, renforçant son influence et consolidant son pouvoir. Le véritable génie de Clovis se révéla toutefois dans sa conversion au christianisme. Après une bataille acharnée contre les Alamans, il pria le Dieu chrétien, promettant de se convertir s'il sortait vainqueur. La victoire acquise, il y vit un signe et devint catholique. Sa conversion ne fut pas seulement un choix personnel, c'était un geste politique qui lui assura le soutien de l'Église catholique romaine et légitima son règne. Au début du VIe siècle, Clovis établit aussi la loi salique qui marqua durablement la tradition juridique française. Malgré les rivalités familiales et les épreuves, Clovis mourut en l'an 511, ayant créé un royaume franc uni. Ses descendants, les Mérovingiens, régnèrent pendant plus de 2 siècles, mais aucun ne parvint à égaler sa vision. Clovis fut plus qu'un roi. Il fut un visionnaire qui, par le sang et l'ambition, laissa un héritage durable qui façonna la France, l'Empire carolingien, la grande vision de Charlemagne. T'es-tu déjà demandé comment un seul homme pouvait laisser une empreinte aussi profonde dans l'histoire? Charlemagne, ou Charles le Grand, fut cet homme. À la fin du 8e et au début du 9e siècle, il bâtit l'Empire carolingien, qui couvrait une grande partie de l'Europe de l'Ouest et transforma le continent. Vers l'an 750, l'Europe n'était qu'un patchwork de tribus en guerre et de royaumes morcelés. L'Empire romain s'était effondré et il n'y avait plus de véritable souverain. Les Francs, dirigés par la dynastie carolingienne, détenaient alors le pouvoir. Charlemagne ne se contentait pas de régner sur un petit royaume. Il avait des ambitions bien plus vastes. Après avoir hérité du trône en l'an 774, il se donna pour but d'unifier l'Europe. Son empire finirait par s'étendre sur les territoires correspondant à la France, à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à une partie de l'Italie actuelle. Qu'est-ce qui rendit son règne si spécial? Ce n'étaient pas seulement ses victoires militaires, pourtant impressionnantes. Charlemagne comprenait l'importance de la culture et du gouvernement. Son objectif était de raviver la gloire de l'Empire romain, non seulement par la conquête,
mais aussi en instaurant un ordre chrétien unifié. Au cœur de son règne se trouvait sa relation avec l'Église catholique. En l'an 800, le pape Léon III le couronna empereur des Romains, faisant renaître l'idée d'un empire romain d'Occident avec Charlemagne à sa tête. Mais il ne s'arrêta pas là. Une fois empereur, il mena de rudes campagnes contre les Saxons, les forçant à se convertir au christianisme. Son empire reposait sur la conviction que la foi chrétienne en était la fondation. Pour maintenir l'ordre, Charlemagne nomma des comtes chargés de gouverner des régions et envoya des envoyés royaux, appelés missi dominici, pour les surveiller. Ces lois étaient appliquées dans tout l'Empire. Au-delà de la politique, Charlemagne accordait une grande valeur à la culture. Il encouragea une renaissance carolingienne, invitant des érudits, des poètes et des artistes à sa cour. Son règne marqua un âge d'or des réalisations intellectuelles en Europe médiévale. Même si son empire se fragmenta après sa mort en l'an 814, son héritage façonna l'Europe pendant des siècles. Sa vision d'un empire chrétien unifié changea le cours de l'histoire et inspira de nombreux souverains après lui. Les raids vikings, quand la France subit la fureur des hommes du Nord, imagine-toi sur les côtes du nord de la France. C'est un matin frais, l'air est chargé de brume. Soudain, le silence est brisé par le son des cors, le fracas du métal et la vision terrifiante des longs navires vikings surgissant du brouillard. Les raids vikings commencent. Pendant des siècles, la France avait connu une paix relative, mais rien ne l'avait préparée à l'arrivée des Vikings. Ces guerriers venus de Norvège, du Danemark et de Suède étaient stratèges, brutaux et implacables. Leur objectif ? La France, avec ses terres fertiles et sa position stratégique. Pendant des décennies, les Vikings terrorisèrent les côtes nord et ouest du royaume. Les premiers raids vikings commencèrent à la fin du 8e siècle, mais c'est au 9e que leur violence se déchaîna vraiment. Leurs longs navires étaient redoutés car ils frappaient vite et repartaient avant que les forces locales puissent réagir. Villes, monastères et villages, situés le long des côtes et des fleuves, devinrent des cibles idéales. En l'an 873, les Vikings attaquèrent Paris, alors une petite mais importante ville marchande. Ils pillèrent et incendièrent la cité, forçant les habitants terrorisés à se rendre. Et ce ne fut pas un événement isolé. Les Vikings revinrent encore et encore. Le roi Charles le Chauve eut bien du mal à défendre son royaume, tandis que la ville subissait leur pression pendant des années. Mais les Vikings ne cherchaient pas seulement l'or et l'argent, ils voulaient aussi des terres et de nouveaux territoires. Le véritable tournant arriva après des années de conflits, en l'an 933, lorsqu'un accord décisif fut conclu entre le chef viking Roland et le roi Charles le Simple. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte accorda des terres à Roland en Normandie, qui devint le duché de Normandie. Roland, autrefois pillard viking, en devint le premier duc. Ce fut un changement radical. Les Vikings, autrefois craints, devinrent partie intégrante du tissu politique français. Ils s'assimilèrent peu à peu et formèrent une nouvelle noblesse. Au fil des générations, leurs descendants devinrent de puissants seigneurs et la Normandie l'une des régions les plus influentes de France. L'influence viking ne s'arrêta pas là. En s'installant, ils apportèrent de nouvelles idées, cultures et techniques. Habiles fermiers, bâtisseurs et commerçants, les Vikings contribuèrent à transformer l'économie et la culture normande. D'ailleurs, le nom Normandie vient du mot Northmen, un témoignage durable de leur héritage. Leurs navires légendaires, capables de naviguer aussi bien en mer
que dans les rivières peu profondes, jouèrent un rôle essentiel dans leur expansion à travers l'Europe, de l'Angleterre à l'Irlande, jusqu'à la Méditerranée. Dès le milieu du Xe siècle, les raids vikings en France se transformèrent en véritables installations. La terreur des débuts fit place aux Normands, une force puissante de l'histoire française. Même si les raids disparurent, leur héritage demeura, façonnant la France pendant des siècles. Sans les raids vikings, le duché de Normandie aurait-il existé? Les Normands seraient-ils devenus une puissance politique majeure? Ces attaques, vues d'abord comme une destruction implacable, menèrent finalement à l'un des plus grands bouleversements du Moyen Âge. La conquête normande de l'Angleterre en l'an 1066. Les Vikings n'ont pas seulement marqué l'histoire de la France, ils l'ont façonnée. Ils n'étaient pas uniquement des pillards, mais aussi des bâtisseurs d'avenir. La dynastie capétienne, le début de la véritable puissance française, imagine un royaume encore fragile, marqué par des siècles de divisions, d'invasions étrangères et d'instabilité politique. À la fin du Xe siècle, la France n'était pas le pays puissant que l'on connaît aujourd'hui, mais un patchwork de territoires dominés par des seigneurs féodaux, chacun jaloux de son indépendance. L'autorité royale, quant à elle, s'était effritée après la chute des Carolingiens, et les rois n'étaient plus que des figures symboliques, incapables de s'imposer face aux ducs, comtes et barons. C'est dans ce contexte qu'émergea une nouvelle dynastie. Les Capétiens. Leur arrivée sur le trône allait marquer un tournant décisif, car ce fut le début d'un processus lent mais irréversible qui mènerait la France à devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. En l'an 987, Hugues Capet fut élu roi des Francs. Contrairement aux Carolingiens, qui avaient hérité leur trône, Hugues n'était pas le plus riche ni le plus puissant seigneur de son temps. Il était duc de France et comte de Paris. Mais ses terres restaient modestes comparées à celles des grands féodaux, comme le duc de Normandie ou le comte d'Anjou. Pourtant, c'est précisément ce statut intermédiaire qui le rendait attractif aux yeux des grands seigneurs. Il n'était pas assez puissant pour menacer leur indépendance, mais suffisamment respecté pour incarner une figure de compromis. Son élection fut donc, avant tout, politique. Elle symbolisait la volonté de trouver un roi neutre, capable d'incarner une autorité sans écraser les autres. Hugues Capet comprit vite que son pouvoir, limité territorialement, ne pouvait s'imposer par la force. Son domaine royal se réduisait à une petite région autour de Paris et d'Orléans. Mais il avait un atout majeur, une vision à long terme. Plutôt que de chercher à conquérir brutalement, il mit en place une stratégie subtile basée sur 3 piliers: l'alliance avec l'Église, la continuité dynastique et la patience politique. D'abord, l'Église. En cette époque où la religion guidait chaque aspect de la vie, obtenir le soutien du clergé était essentiel. Hugues se présenta comme un roi pieux et protecteur de l'Église. En retour, les évêques et les abbés renforcèrent sa légitimité. Le sacre royal, qui faisait du roi un élu de Dieu, prit sous les Capétiens une importance encore plus grande. Chaque nouveau roi fut sacré à Reims, une cérémonie qui n'était pas seulement religieuse mais aussi politique. Elle rappelait à tous que le roi recevait son autorité directement de Dieu et non des seigneurs. Ensuite, la succession. Contrairement aux Carolingiens,
qui avaient la coutume de diviser leur royaume entre leurs fils, les Capétiens imposèrent la règle de la transmission directe de père en fils. Dès Hugues, cette pratique fut appliquée. Il fit sacrer son fils Robert de son vivant, assurant ainsi la continuité sans contestation possible. Cela créa une stabilité nouvelle. Le peuple comme les nobles savaient que la couronne ne quitterait pas la famille royale, ce qui renforça l'autorité capétienne génération après génération. Enfin, la patience. Les Capétiens savaient qu'ils ne pouvaient pas défier frontalement les grands seigneurs. Alors, ils avancèrent lentement, consolidant leur domaine, gagnant peu à peu du terrain par mariage stratégique, héritage et alliance. Chaque génération ajoutait une pierre à l'édifice, élargissant progressivement l'autorité de la couronne. Sous Robert II, fils de Hugues, la dynastie renforça son implantation. Bien que son règne fût encore fragile, il marqua une étape importante. La monarchie capétienne commençait à se distinguer des simples seigneurs. Mais c'est surtout sous Louis VI, dit Louis le Gros, au XIIe siècle, que la royauté prit une véritable dimension politique. Louis affirma l'autorité royale face aux barons turbulents, mena des campagnes militaires contre ceux qui refusaient de se soumettre et réorganisa l'administration royale. Il s'appuya sur une nouvelle force montante, les villes. En accordant des chartes aux cités, il obtint le soutien de la bourgeoisie urbaine, qui voyait dans le roi un protecteur contre l'arbitraire des seigneurs locaux. Son fils, Louis VII, poursuivit cette politique, bien qu'il se heurtât à des difficultés, notamment son mariage puis son divorce avec Aliénor d'Aquitaine, qui apporta cette immense région à Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Cet épisode montrait que le jeu dynastique pouvait aussi se retourner contre les Capétiens. Mais malgré ces revers, la dynastie continua de se renforcer. Le véritable âge d'or capétien arriva avec Philippe II, surnommé Philippe Auguste. Son règne, de 1180 à 1223, transforma radicalement la monarchie. Il vainquit les Plantagenets à Bouvines en 1214. Une bataille décisive qui cimenta son autorité et renforça l'idée d'une identité française commune. Grâce à ces victoires, il agrandit considérablement le domaine royal, reprenant la Normandie, l'Anjou, le Maine et d'autres territoires aux Anglais. Pour la première fois, le roi de France ne régnait plus seulement sur un petit domaine, mais sur une grande partie du royaume. Philippe Auguste fut aussi un administrateur hors pair. Il développa les institutions royales, créa des baillis et des sénéchaux chargés de contrôler les provinces au nom du roi. Cette organisation permit à la monarchie d'exercer son autorité même loin de Paris. C'était une révolution. Le roi devenait une figure centrale et incontournable, tandis que les seigneurs perdaient progressivement leur indépendance. Au XIIIe siècle, sous Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, la monarchie capétienne atteignit son apogée. Louis IX incarna l'idéal du roi chrétien, pieux, juste et proche de son peuple. Il réforma la justice, interdisant les duels judiciaires et instituant le recours direct au roi comme arbitre suprême. Cette centralisation de la justice renforça encore l'autorité de la couronne. Louis IX entreprit aussi 2 croisades, témoignant de son engagement religieux, même si elles se soldèrent par des échecs militaires. Sa canonisation en 1296 fit de lui un modèle pour tous les rois de France. Mais la dynastie capétienne dut aussi relever des défis. Les Plantagenets, toujours maîtres de vastes territoires en Aquitaine, restaient une menace constante.
Les rivalités avec le Saint-Empire romain germanique compliquaient les alliances, et les guerres coûtaient cher. Malgré cela, les Capétiens surent utiliser habilement le mariage, les négociations et parfois la guerre pour agrandir leur pouvoir. Ce qui distinguait vraiment les Capétiens, c'était leur capacité à donner une image de continuité et de stabilité. Pendant plus de 3 siècles, la couronne passa de père en fils sans rupture, sans usurpation ni coup d'État. Cette régularité renforça l'idée que le roi de France était une institution permanente, au-dessus des querelles féodales. Le peuple s'identifia de plus en plus à la monarchie, qui devenait le symbole de l'unité nationale. À la fin du XIVe siècle, la dynastie capétienne directe s'éteignit avec la mort de Charles IV en 1328, ouvrant la voie aux Valois, une branche cadette. Mais l'héritage des Capétiens était immense. Ils avaient transformé une monarchie faible en une puissance centralisée, posé les bases de l'administration moderne et forgé une identité française unifiée. La dynastie capétienne ne fut donc pas seulement une suite de rois, elle fut l'architecte de la puissance française. Partie de presque rien, elle réussit, par la patience, la stratégie et une continuité remarquable, à bâtir l'une des monarchies les plus solides de l'histoire. Leur règne marqua la fin du morcellement féodal et l'émergence d'une véritable nation. Même après leur extinction directe, leur héritage continua d'influencer la France et l'Europe pour des siècles. En somme, l'histoire des Capétiens est celle d'une lente ascension. Ni héroïque conquête soudaine ni éclat spectaculaire, mais une construction patiente, génération après génération. Leur plus grande victoire fut être d'avoir transformé la monarchie française en une institution stable et durable, donnant à la France les fondations nécessaires pour devenir, au fil du temps, l'une des plus grandes puissances du continent. La guerre de Cent Ans, le combat de la France pour sa survie. Imagine, nous sommes en l'an 1437, sur un champ de bataille du nord de la France. L'air est lourd, chargé de sueur, de sang et de peur. Le fracas des épées résonne partout, les cris des soldats déchirent l'air et les chevaux lancés au galop font trembler le sol. Tu es en plein cœur de la guerre de Cent Ans, l'un des conflits les plus longs, les plus brutaux et les plus déterminants de l'histoire européenne. Plus qu'une série de batailles, c'est une lutte pour la survie d'un royaume et même pour son identité. Tout commença en l'an 1333, quand le roi d'Angleterre, Édouard III, revendiqua la couronne de France. Sa mère, Isabelle de France, était la fille du roi Philippe IV, ce qui faisait de lui un héritier potentiel selon sa lignée. Mais en France, la règle de la loi salique interdisait aux femmes de transmettre le trône. C'est ainsi que Charles IV, mort sans héritier mâle direct, fut remplacé par son cousin Philippe VI de Valois. Pour les Français, la couronne restait entre les mains d'un roi français. Pour Édouard, c'était une injustice, et il refusa d'abandonner ses prétentions. Mais cette querelle dynastique n'était que la pointe de l'iceberg. L'Angleterre possédait déjà d'importants territoires en France, notamment la Guyenne et Calais, et comptait bien les garder. Pour la France, au contraire, il s'agissait de reprendre le contrôle total de son territoire et de mettre fin à l'influence anglaise. Derrière les discours sur l'honneur et la légitimité, c'était aussi une guerre économique. Le contrôle des riches régions viticoles du sud-ouest, des routes commerciales et surtout de la production de laine et de drap, essentielle pour l'Angleterre. La guerre s'étira sur plus d'un siècle.
Entre batailles éclatantes, longues trêves et reprises sanglantes, elle traversa 3 phases principales. Les victoires anglaises du début, le chaos et la division du milieu de conflit, puis la reconquête française qui s'acheva avec Jeanne d'Arc et Charles VII. Au départ, les Anglais remportèrent de grands succès. En 1346, lors de la bataille de Crécy, leurs archers, armés du redoutable longbow, décimèrent la chevalerie française. Ces arcs pouvaient percer les armures à grande distance et tirer avec une rapidité incroyable. Les Français, engoncés dans leurs lourdes armures, lancèrent des charges répétées mais inefficaces. L'élite de la noblesse française fut décimée. Quelques années plus tard, en 1356, le désastre se répéta à Poitiers, où le roi Jean le Bon fut fait prisonnier. C'était une humiliation terrible. Le souverain captif et la rançon exigée ruina encore davantage un royaume déjà affaibli. Dans les décennies suivantes, la France connut des crises profondes. Les guerres incessantes ruinaient les campagnes. Les paysans se révoltaient, comme lors de la Grande Jacquerie en 1358. Les épidémies, notamment la peste noire, frappaient de plein fouet une population déjà exsangue. La monarchie, de plus, manquait de stabilité. Charles VI, qui monta sur le trône enfant, fut frappé de crises de folie à l'âge adulte, laissant le royaume livré aux luttes entre factions. Les Bourguignons et les Armagnacs s'entre-déchiraient, affaiblissant encore davantage la résistance française face à l'Angleterre. L'Angleterre profita de ces divisions. En 1415, lors de la bataille d'Azincourt, les Français subirent une nouvelle défaite écrasante. Bien qu'ils fussent supérieurs en nombre, leur organisation chaotique et leur arrogance leur coûtèrent cher. Les archers anglais, encore une fois, firent un carnage. La noblesse française fut anéantie sur le champ de bataille et la réputation militaire de l'Angleterre atteignit son apogée. Dans ce contexte de désespoir surgit Jeanne d'Arc. Née à Domrémy en 1412, cette simple paysanne affirma entendre des voix divines lui ordonnant de sauver la France et de faire sacrer le dauphin Charles. En 1429, elle réussit à convaincre le dauphin de lui confier une armée et leva le siège d'Orléans, redonnant un souffle d'espoir à tout le royaume. Quelques mois plus tard, elle accompagna Charles à Reims, où il fut sacré roi de France. Ce couronnement, au cœur de la tradition française, fut une victoire symbolique immense. La légitimité du roi, contestée depuis des années, était rétablie. Mais la gloire de Jeanne fut brève. Capturée en 1430 par les Bourguignons, elle fut livrée aux Anglais, jugée pour hérésie et brûlée vive à Rouen l'année suivante. Sa mort à 19 ans choqua le royaume, mais son sacrifice fit d'elle une martyre et un symbole. Loin d'éteindre l'élan qu'elle avait suscité, il renforça la détermination des Français à chasser l'occupant. À partir de là, Charles VII entreprit de réorganiser le royaume. Il créa une armée permanente, financée par un impôt régulier, ce qui mettait fin à la dépendance vice des nobles et des mercenaires. Cette réforme marqua le début d'un État centralisé, plus puissant et plus stable. Les campagnes militaires françaises se firent plus efficaces et peu à peu, les Anglais furent repoussés. En 1453, les Français remportèrent une victoire décisive à Castillon, marquant la fin effective de la guerre. 30 ans plus tard, en 1483,
l'Angleterre perdit son dernier bastion, Calais, scellant définitivement l'issue du conflit. Après plus d'un siècle de luttes, de famines et de souffrances, la France sortait exsangue mais victorieuse. Les conséquences de cette guerre furent immenses. D'abord sur le plan militaire. La chevalerie traditionnelle, symbole du Moyen Âge, perdit de sa suprématie. Les archers anglais, puis l'introduction de l'artillerie et des armes à feu, changèrent la façon de combattre. Les armées professionnelles prirent le dessus sur les levées féodales, marquant le déclin progressif du système féodal. Sur le plan social et politique, la guerre affaiblit la noblesse et renforça la monarchie. Le roi de France, désormais chef d'une armée permanente et d'un système fiscal efficace, gagna en pouvoir. C'était le début de la monarchie centralisée qui, quelques siècles plus tard, conduirait à l'absolutisme de Louis XIV. Le peuple, lui, avait payé un prix terrible. Villages détruits, champs brûlés, épidémies, famine. Mais de ces ruines naquit une nation plus unie, plus consciente d'elle-même. Enfin, il y eut un impact culturel et psychologique. La guerre de Cent Ans forgea une identité française distincte, opposée à celle de l'Angleterre. Le sentiment national, encore balbutiant au XIVe siècle, prit corps au XVe. Jeanne d'Arc, en particulier, devint l'incarnation de cette unité, une humble paysanne qui, par sa foi et son courage, avait changé le destin du royaume. La guerre de Cent Ans ne fut pas seulement un affrontement militaire, mais un moment fondateur pour la France. Elle transforma son armée, son organisation politique et même son identité. Elle laissa derrière elle un pays meurtri, certes, mais aussi renforcé et prêt à entrer dans une nouvelle ère. Quand les cloches sonnèrent la fin de ce long conflit, la France était devenue une nation plus résiliente, plus centralisée et plus consciente de son destin. En résumé, ce fut une lutte acharnée, parfois désespérée, mais essentielle. La guerre de Cent Ans coûta des dizaines de milliers de vies, bouleversa le paysage, ruina des générations. Pourtant, elle fit naître une France différente, une France qui avait survécu à l'une des plus grandes épreuves de son histoire et qui, grâce à cette survie, allait bientôt rayonner sur l'Europe entière. La peste noire. La France sous l'emprise d'un fléau mortel. Imagine une époque où la mort ne frappait pas à la porte, elle entrait sans prévenir. Nous sommes en l'an 1347 et la peste noire ravage l'Europe. Déjà affaiblie par la guerre, la famine et l'instabilité, la France n'était pas préparée à l'horreur qui allait suivre. Cette épidémie allait devenir la catastrophe la plus redoutée du Moyen Âge, marquant les mémoires et bouleversant les structures du royaume pour des générations. Tout commença comme une rumeur venue de l'Est des morts mystérieuses en Italie et en Espagne. Au début, cela semblait lointain, une menace vague. Mais bientôt, l'ombre de la peste atteignit la France, à l'été de l'an 1349. Et il était déjà trop tard. La maladie frappa de plein fouet, anéantissant des communautés entières en quelques jours, une force implacable et sans pitié qui défiait toute compréhension. Ce fléau n'était comparable à rien de connu. Ce n'était pas seulement une fièvre ou une toux. C'était une combinaison mortelle de symptômes qui laissaient les médecins impuissants. Les victimes souffraient d'une fièvre soudaine, de frissons, de vomissements sanglants, puis d'un épuisement brutal. Sur leur peau apparaissaient des bubons, grosses enflures bleutées et douloureuses dans les aisselles ou à l'aine. Ils noircissaient avant d'éclater,
donnant à la maladie son nom sinistre, la peste noire. En quelques jours seulement, la plupart des malades mouraient. Le taux de mortalité effrayait tout le monde. Parfois, jusqu'à 75% des victimes succombaient en moins d'une semaine. Pour la France, déjà usée par la guerre de Sainte-Anse, la peste noire fut une catastrophe sans précédent. Ce n'était pas seulement une hécatombe humaine, mais aussi un choc social, religieux et psychologique. Paris et Marseille furent particulièrement touchés. Les rues se vidaient, les marchés fermaient et des familles entières disparaissaient. Les survivants peinaient à enterrer les morts, tandis que les cadavres s'entassaient dans les cimetières et jusque dans les fossés. Les fossoyeurs eux-mêmes finissaient souvent contaminés, ce qui accéléra encore la désorganisation. Ce qui rendait la peste si redoutable, c'était sa vitesse de propagation. Les puces transportées par les rats transmettaient la bactérie d'un port à l'autre. Les navires marchands, chargés de marchandises venues de la Méditerranée orientale, devinrent des vecteurs mortels. Le passage des armées, des pèlerins et des marchands facilita sa diffusion dans tout le pays. La peur fit naître des boucs émissaires. On accusa les Juifs d'empoisonner les puits, les sorcières d'invoquer le mal, et les minorités furent persécutées, ajoutant encore au climat de violence. Comme ailleurs en Europe, la peur paralysa la population. Les églises se remplirent de fidèles implorant la miséricorde divine, espérant échapper à la peste. On organisait des processions de flagellants, des foules d'hommes qui se fouettaient publiquement pour expier les péchés du monde. Mais malgré les prières, malgré les pénitences, le nombre de morts ne cessait de grimper. Les riches tentaient de fuir à la campagne, mais la peste ne faisait aucune distinction. Nobles ou paysans, moines ou soldats, aucun rang social ne garantissait la survie. La mort frappa même des familles royales et des évêques. À Marseille, l'un des principaux ports du royaume, la peste transforma la cité commerçante prospère en ville fantôme. Des navires venus de Gênes et de Sicile avaient apporté la contagion, et en quelques semaines, les rues furent jonchées de corps. Les commerçants disparurent, les entrepôts restèrent scellés, et les survivants vivaient dans la terreur. À Paris, capitale grouillante et déjà insalubre, les cadavres s'accumulaient plus vite que les charrettes ne pouvaient les transporter. Des charniers improvisés furent creusés, comme celui des Innocents, où l'on enterra des milliers de victimes. Dans les campagnes, les villages entiers s'éteignirent, des fermes restaient à l'abandon, les animaux mouraient sans soin, et les champs n'étaient plus cultivés. La famine suivit de près l'épidémie. Sans main-d'œuvre pour travailler la terre, les récoltes diminuèrent. Dans certaines régions, il n'y avait même plus assez de survivants pour moudre le grain ou récolter le vin. La France, déjà fragilisée par les famines du début du siècle, s'enfonça dans une crise alimentaire. Pour beaucoup, survivre relevait du hasard, un coup de dé face à une mort invisible. Mais la peste noire ne fut pas seulement une crise sanitaire, ce fut aussi un désastre social et économique. L'effondrement de la main-d'œuvre entraîna une grave pénurie de travailleurs. Les artisans, les paysans, les serviteurs disparaissaient, et ceux qui restaient pouvaient exiger de meilleurs salaires et conditions. Les seigneurs, qui voyaient leurs terres dépérir, furent contraints de négocier. Dans certaines régions, des serfs obtinrent leur liberté, et le système féodal commença à vaciller. L'épidémie, en détruisant des millions de vies,
bouleversait aussi les équilibres de la société médiévale. La peur changea aussi les comportements. Certains se repliaient dans la foi et multipliaient les prières. D'autres cédaient au désespoir et cherchaient à jouir de la vie tant qu'ils le pouvaient. Des chroniqueurs rapportent des scènes de débauche, des banquets improvisés, des fêtes orgiaques, comme si chaque jour pouvait être le dernier. Cette alternance entre piété extrême et excès révélait la fragilité des certitudes médiévales face à l'incompréhensible. Un autre effet inattendu fut la perte d'autorité de l'Église. Incapable de protéger les fidèles, incapable d'expliquer la cause de la peste ou d'offrir des remèdes, le clergé vit sa crédibilité s'effriter. Certains prêtres fuyaient leur paroisse, d'autres mouraient en essayant d'accomplir leur devoir. Les gens commencèrent à douter de l'efficacité des sacrements et à chercher d'autres voies spirituelles. Cette remise en cause ouvrit la voie, des siècles plus tard, au mouvement de réforme religieuse. La médecine médiévale fut impuissante. Les médecins, vêtus de leurs célèbres masques en forme de bec d'oiseau remplis d'herbes aromatiques, tentaient de purifier l'air qu'ils croyaient corrompu. Ils prescrivaient des saignées, des potions à base de mercure ou d'ail, mais rien n'arrêtait la contagion. Les savants débattaient sur la cause du fléau. Certains l'attribuaient à un alignement planétaire, d'autres à des miasmes dans l'air ou à la colère divine. La science médicale, limitée par ses connaissances, ne pouvait que constater son impuissance. La peste noire ne s'arrêta pas après la grande vague du milieu du XIVe siècle. Elle revint par vagues successives, parfois espacées de 10 ou 20 ans. Chacune de ces résurgences rappelait la fragilité du royaume. Les générations vivaient dans la crainte constante d'un retour du fléau. Même quand la maladie s'atténuait, la mémoire de ces ravages restait vive, transmise par les survivants aux enfants et petits-enfants. Les conséquences culturelles furent immenses. L'art et la littérature reflétèrent cette obsession de la mort. Les fresques des danses macabres, où squelettes et vivants valsaient ensemble, rappelaient que nul n'échappait au destin. La vision du monde changea. La vie semblait plus éphémère. Et la mort, omniprésente, devint un thème central. Les écrivains et poètes parlaient de vanité, de fragilité humaine et d'une société qui devait se préparer à l'inévitable. Pour la France, la peste noire fut un moment décisif. Elle marqua la fin d'une époque et en ouvrit une nouvelle, où la société se transforma profondément. Le féodalisme s'affaiblit, de nouvelles formes de travail émergèrent, et les relations entre maîtres et paysans se redéfinirent. L'économie, bien que ravagée, trouva un nouvel équilibre dans lequel les travailleurs survivants eurent plus de poids. Les mentalités évoluèrent. La religion perdit de son autorité incontestée, et la médecine, malgré son échec, commença à chercher des voies plus rationnelles. Ce sombre chapitre rappelle à quel point la peste noire bouleversa l'histoire de la France et façonna le destin du royaume pour des siècles. Les cicatrices laissées par cette tragédie ne furent pas seulement physiques, mais aussi sociales, psychologiques et culturelles. Elle montra la vulnérabilité des sociétés humaines face à des forces invisibles et imprévisibles, et combien une épreuve peut transformer en profondeur une civilisation. La peste noire ne fut pas seulement une épidémie. Elle fut un tournant, un moment où la France et l'Europe basculèrent vers un nouvel âge, où la mort de millions engendra, paradoxalement, les conditions de changement qui marquèrent la fin du Moyen Âge
et l'aube de la Renaissance. L'art et l'architecture médiévaux en France. Des cathédrales aux tapisseries. Ferme les yeux et imagine-toi devant une immense cathédrale médiévale en France. Ses murs de pierre touchent presque le ciel. Ses vitraux colorés illuminent l'intérieur et l'air sent l'encens. Chaque détail raconte une histoire, de la foi, du pouvoir et de la grandeur de l'époque. L'art et l'architecture médiévaux étaient très liés à la religion. L'Église dirigeait la culture. Des cathédrales aux manuscrits enluminés, tout reflétait sa puissance. Les cathédrales gothiques, comme Notre-Dame de Paris, impressionnaient par leurs voûtes, arcs-boutants et sculptures, conçues pour élever l'esprit vers le ciel. Les vitraux racontaient des histoires bibliques et la lumière symbolisait la présence divine. Mais l'art ne se limitait pas aux cathédrales. Les tapisseries, comme celle de Bayeux, racontaient des événements historiques ou bibliques et ornaient les murs des châteaux. Les manuscrits enluminés transformaient les livres en trésors précieux, tandis que les sculptures enseignaient la foi aux populations analphabètes. L'art médiéval reflétait aussi la société et le pouvoir. Les cathédrales et tapisseries montraient la force de l'Église et du roi. Mais il racontait aussi la vie quotidienne et les émotions humaines, exprimant la créativité, la dévotion et le besoin de laisser une trace. À la fin du XIVe siècle, le gothique céda à la Renaissance, mais l'héritage de ses œuvres perdura. Ses créations continuent d'inspirer et de rappeler la richesse et la ferveur de la France médiévale. Le déclin du féodalisme, un pouvoir en mutation dans la France médiévale. Imagine un monde où le pouvoir est entre les mains de quelques seigneurs, où les rois règnent depuis leurs châteaux et les paysans travaillent la terre. Pendant des siècles, c'était le féodalisme en France. Mais vers la fin du Moyen Âge, ce système commença à s'effriter, transformant profondément la société. Le féodalisme reposait sur des relations de loyauté. Les rois donnaient des terres aux nobles, qui les distribuaient à des vassaux, tandis que les paysans travaillaient pour tous. Ce système semblait solide. Mais il évolua lentement. La monarchie, avec les Capétiens, renforça son pouvoir, limitant l'autorité des seigneurs. L'essor des villes et du commerce créa une bourgeoisie indépendante des terres, fragilisant les liens féodaux. La guerre de Cent Ans, de l'an 1033 à l'an 1049, obligea les rois à lever des armées professionnelles, réduisant encore le rôle des nobles. La centralisation monarchique, avec des impôts réguliers, des administrations et les états généraux, permit aux rois de gouverner sans dépendre des seigneurs. La peste noire au milieu du XIVe siècle précipita la fin du système. Un tiers de la population disparut. Les paysans survivants exigèrent de meilleures conditions et la main-d'œuvre devint précieuse. À la fin du XVe siècle, le féodalisme avait presque disparu. La monarchie était forte, la noblesse affaiblie, et la société française s'organisait autour de l'impôt, de l'armée royale et de la justice centralisée. Ce déclin posa les bases de l'État moderne et prépara la France à entrer dans la Renaissance et les temps modernes. La naissance de la France médiévale, un royaume en devenir. Imagine une époque où la terre que nous appelons aujourd'hui la France n'était pas encore un royaume, mais un patchwork chaotique de tribus et de territoires, chacun avec son propre chef et ses propres lois. Nous sommes en l'an 485. Rome, autrefois ce puissant empire, s'était effondré, laissant l'Europe dans la confusion.
Dans ce chaos, une nouvelle force émergea, une force qui allait unir la Gaule et poser les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la France. L'idée d'un royaume n'est pas née du jour au lendemain. Elle demanda du temps, des efforts et beaucoup de sang versé. Mais au milieu de ce tumulte, un chef se démarqua, Clovis. Peut être que son nom ne vous dit pas grand-chose au premier abord, mais son rôle dans la naissance de la France médiévale est inoubliable. Clovis, né en l'an 466, arriva au pouvoir dans un monde morcelé. La Gaule, que nous appelons aujourd'hui la France, était remplie de tribus germaniques comme les Frances, les Wisigoths et les Burgondes, toutes en lutte pour le contrôle. Mais Clovis, fils de Childéric Ier, avait un charisme et une ambition qui le distinguaient. Contrairement aux autres, il ne voulait pas simplement gouverner un petit territoire, il les voulait tous. Alors que beaucoup de rois tribaux se contentaient de régner sur de petites régions, Clovis voyait plus grand. Sa méthode pour unir les tribus franques fut brutale. Guerre, alliance et une ambition sans faille. Grâce à cela, il réussit à rassembler de nombreuses tribus, posant ainsi les fondations de ce qui allait devenir la France. Mais voici le tournant décisif. La conversion de Clovis au christianisme en l'an 510 changea la donne. Dans un monde encore dominé par le paganisme, ce choix l'aligna avec la puissante Église chrétienne, lui offrant un allié de taille. Ce geste l'aida à consolider son pouvoir et à répandre le christianisme sur son territoire. Le règne de Clovis ne fut pas un long fleuve tranquille. Après sa mort en l'an 520, ses fils eurent du mal à maintenir l'unité. Pourtant, son héritage resta solide. La dynastie mérovingienne qu'il fonda ouvrit la voie à une monarchie puissante qui allait façonner la France. L'ascension de Clovis marqua le début d'un royaume capable de résister aux invasions, de croître et de se transformer en la France que nous connaissons aujourd'hui. Les Mérovingiens, l'ascension et la chute de la première dynastie française, imaginez-vous propulsés au premier plan, destinés à régner sur un royaume en pleine expansion, mais entourés de querelles internes, de luttes de pouvoir sans fin et d'un peuple qui n'avait jamais connu une véritable monarchie. Voilà le monde des Mérovingiens, la première dynastie royale de France. Leur histoire est faite d'ascension, d'ambition et d'une chute inévitable, le tout se déroulant dans les siècles mouvementés qui suivirent l'unification des Francs par Clovis. Quand Clovis mourut en l'an 541, son royaume passa à ses fils, mais sans plan de succession clair. Les frères se disputèrent territoire, pouvoir et droit de gouverner. Ce conflit interne marqua la dynastie mérovingienne pendant des générations. Les Mérovingiens, nommés d'après Mérové, un roi semi-légendaire, ne régnaient pas par un pouvoir centralisé, mais selon une forme de gouvernement tribal. Leur roi, appelé roi Chevelus, étaient surtout des figures symboliques. Leur longue chevelure était considérée comme le signe de leur droit divin à régner. Mais en réalité, ils étaient souvent faibles et dépendaient des nobles pour gérer les affaires quotidiennes. Le véritable pouvoir se trouvait souvent entre les mains des maires du palais des hauts fonctionnaires qui administraient le royaume pendant que les rois vivaient dans le luxe ou se perdaient dans des querelles de succession. L'un d'eux fut Charles Martel, qui s'imposa et assura l'avenir de la famille carolingienne. Sous le règne de Dagobert Ier, les Mérovingiens connurent des moments de force, mais après sa mort en l'an 639, le désordre revint. Les rois furent incapables de maintenir une unité durable. Et les nobles devinrent plus puissants
préoccupés davantage par leurs propres intérêts que par la stabilité du royaume. En l'an 750, après des années de luttes internes, Pépin le Bref, maire du palais, renversa le dernier roi mérovingien, Childéric III. Pépin fut couronné, marquant la fin du règne mérovingien et l'ascension des Carolingiens. Même s'il manquait de puissance durable, les Mérovingiens posèrent les bases de la France médiévale. Les conflits internes et la chute de leur dynastie montrèrent que même les plus puissants pouvaient être renversés par les rivalités et l'absence d'autorité. Leur héritage reste inscrit dans l'histoire complexe de la France. La France féodale, seigneurs, vassaux et la naissance des châteaux. Imaginez-vous réveillé un matin glacé de l'an 1000, entouré de vastes forêts sauvages. L'air est chargé de l'odeur des pins. Vous vivez dans un petit village, mais le monde autour de vous est tout sauf simple. La France du haut Moyen Âge est en pleine transformation, et vous êtes au cœur de ce changement. Bienvenue dans la France féodale. Le féodalisme, ce système qui reliait le monde médiéval, était au centre de la vie en France. Après la chute de l'Empire romain, il n'y avait plus de dirigeants uniques. Le pouvoir appartenait aux seigneurs locaux et aux guerriers qui contrôlaient leur territoire. Ils n'étaient pas seulement des propriétaires terriens, mais de véritables chefs de pouvoir, exigeant la loyauté de ceux qui vivaient sur leurs terres. C'était cela, le féodalisme, un réseau d'alliances, de promesses et de concessions de terres. Au sommet de la pyramide féodale se trouvait le roi, mais son autorité était souvent faible. En dessous de lui, de puissants seigneurs gouvernaient d'immenses régions, souvent en échange de leur fidélité et de leur service militaire. Ces seigneurs n'agissaient pas seuls. Ils avaient des vassaux. Les vassaux étaient des seigneurs de moindre importance qui juraient fidélité à un seigneur plus puissant en échange de terres. Cette relation reposait sur un bénéfice mutuel. Le vassal promettait de se battre pour son seigneur, et en retour, le seigneur lui donnait des terres et sa protection. La loyauté était essentielle. Trahir pouvait signifier perdre ses terres, voire sa vie. Le féodalisme façonnait une société soudée, avec des rôles bien définis. Tout en bas, on trouvait les paysans et les serfs, appelés vilains, qui travaillaient la terre et cédaient une partie de leur récolte en échange de protection. Plus on montait dans cette hiérarchie, plus on gagnait de pouvoir, mais aussi d'obligations. Même les seigneurs devaient rendre des comptes à d'autres seigneurs, et le roi restait une figure lointaine. Ce qui marqua particulièrement la France féodale, ce furent les châteaux. Ils n'étaient pas seulement des demeures, mais de véritables symboles de pouvoir. En traversant la campagne, on apercevait ces imposantes structures de pierre dressées sur des collines, construites pour protéger, défendre et dominer. Les premiers châteaux étaient de simples motte castrale, une butte surmontée d'une structure en bois avec une cour en contrebas. Mais au fil des raids et des conflits, ils devinrent de solides forteresses de pierre, avec des murs épais, des ponts-levis et des douves. Pour les seigneurs, les châteaux étaient à la fois des bastions militaires et des centres de vie sociale. On y rendait la justice, on convoquait les vassaux pour renouveler leurs serments ou pour préparer la guerre. Plus le château était imposant, plus le pouvoir du seigneur était grand. Pourtant, la vie dans un château n'était pas facile. Malgré leur taille,
Ces bâtiments étaient froids, humides et inconfortables. Les murs épais laissaient passer peu de lumière et peu de chaleur. Quant aux paysans, leur quotidien n'était guère meilleur. Ils vivaient dans de petites maisons et avaient peu de contrôle sur leur destin. Le système maintenait l'ordre, mais plaçait la majorité sous la dépendance totale de leurs supérieurs. Les seigneurs vivaient dans la crainte de défendre leurs terres, tandis que les paysans luttaient simplement pour survivre. Le féodalisme, les châteaux et la montée en puissance des seigneurs donnèrent naissance à une société complexe mais fragile. Chacun avait un rôle, mais avec ce rôle venaient des obligations. Si un maillon de la chaîne cédait, tout le système risquait de s'effondrer. Au fil du temps, ce système allait évoluer, laissant place à de nouvelles idées et à des révoltes, ouvrant ainsi la voie à la France moderne. Aujourd'hui encore, en visitant la France, vous pouvez voir les ruines de ces châteaux. Ils demeurent les témoins d'un système bâti sur les épaules des seigneurs, des vassaux et de leurs immenses forteresses de pierre. Le traité de Verdun. Un empire divisé, un avenir fragmenté. Imaginez un empire si vaste qu'il s'étendait des plaines glacées du nord jusqu'aux rivages ensoleillés de la Méditerranée, un empire qui réunissait sous une même autorité des peuples aux langues, coutumes et traditions différentes. Cet empire, c'était l'empire carolingien, le fruit du génie politique et militaire de Charlemagne. Son règne, qui dura de l'an 768 à l'an 814, marqua l'apogée d'une Europe unifiée sous un seul sceptre, avec pour capitale symbolique Aix-la-Chapelle. Mais cette unité, construite à coups de conquêtes et consolidée par le soutien de l'Église, n'était pas destinée à durer. À la mort de Charlemagne, l'Empire commença à se déliter. Moins d'une génération plus tard, ses petits-fils allaient signer un accord qui allait redessiner durablement la carte de l'Europe, le traité de Verdun. Lorsque Charlemagne mourut en l'an 814, son fils Louis le Pieux hérita de l'immense empire. Louis, pieux et attaché à l'autorité chrétienne, tenta de maintenir l'unité, mais son règne fut marqué par des divisions internes. Ses fils Lothaire, Louis le Germanique, Charles le Chauve, auquel s'ajouta parfois Pépin, morts prématurément, se disputaient déjà leur héritage. Louis le Pieux, en voulant assurer des parts équitables à chacun, provoqua en réalité jalousie et rivalité. Le principe de partage entre héritiers, hérités de la tradition franque, entra en collision avec l'idée d'un empire indivisible qui avait pris racine sous Charlemagne. À la mort de Louis le Pieux, en l'an 840, le conflit éclata ouvertement. Ses fils s'affrontèrent pour le contrôle de l'empire. Pendant plusieurs années, l'Europe fut plongée dans une guerre fratricide. Les alliances changeaient, les batailles se succédaient, et les populations en subissaient directement les conséquences: pillage, destruction, impôts accrus. L'empire qui devait incarner l'ordre et la stabilité sombrait dans la guerre civile. En l'an 843, après une série de combats sanglants, les frères comprirent qu'aucun ne pouvait l'emporter seul. Ils décidèrent donc de trouver un compromis. Cela mena au traité de Verdun, signé en l'an 843, qui divisa l'empire carolingien en 3 royaumes distincts. Ce partage, d'apparence pragmatique, était en réalité porteur de conséquences immenses pour l'avenir de l'Europe. Lothaire, l'aîné, reçut la partie centrale de l'empire, un immense territoire allant des Pays-Bas jusqu'à l'Italie, incluant la vallée du Rhin et la Bourgogne. Il conserva aussi le titre d'empereur, ce qui lui donnait une certaine prééminence symbolique.
Mais ce royaume central, long et étroit, était difficile à gouverner et vulnérable aux attaques. Ce territoire allait, avec le temps, former le cœur du futur Saint-Empire romain germanique. Charles le Chauve, le plus jeune, hérita de la Francie occidentale, qui correspond à peu près à l'actuelle France. Bien que son territoire fût moins étendu, il avait l'avantage d'une certaine cohésion culturelle et linguistique, avec des peuples déjà habitués à se regrouper sous une autorité relativement unifiée. Louis le Germanique, de son côté, reçut la Francie orientale, soit les terres à l'est du Rhin. Ce territoire allait, au fil des siècles, devenir l'Allemagne. Fragmentée en duchés et en principautés, cette région était prometteuse par sa richesse, mais minée par des particularismes locaux difficiles à contrôler. Au départ, ce partage semblait équilibré, mais il sema les graines de divisions durables. L'unité que Charlemagne avait construite disparut en quelques signatures. Les trois royaumes vivaient désormais leurs propres histoires, souvent en compétition les uns avec les autres. La rivalité entre Francie occidentale et Francie orientale, ancêtres de la France et de l'Allemagne, allait devenir l'un des fils conducteurs de l'histoire européenne. Les conséquences culturelles furent également profondes. Dans la Francie occidentale, la langue latine populaire évolua progressivement vers l'ancien français. Dans la Francie orientale, les dialectes germaniques s'affirmèrent, donnant naissance à l'allemand ancien. Ce fossé linguistique contribua à séparer davantage les deux régions. L'Europe, qui avait connu un moment d'unité culturelle et religieuse sous Charlemagne, entrait dans une ère de différenciation nationale. Sur le plan militaire, la division affaiblit considérablement la capacité de défense des royaumes. Les Vikings, profitant du désordre, multiplièrent leurs raids sur les côtes atlantiques et les vallées fluviales. Les Sarrasins et les Magyars menacèrent également les frontières méridionales et orientales. Incapables de coordonner une défense commune, les trois royaumes durent affronter seuls ces menaces, ce qui accrut encore leur fragilité. Le royaume de Lothaire, en particulier, souffrait d'un handicap structurel, trop long et trop hétérogène. Il devint vite une zone de convoitise. La Lotharingie du nom de Lothaire fut bientôt disputée entre ses voisins et se morcela en duchés et comtés, perdant toute cohésion. Cela explique en partie pourquoi cette région correspondant à l'Alsace, la Lorraine, la Belgique et les Pays-Bas fut, pendant des siècles, un champ de bataille entre la France et l'Allemagne. Pour la France, le traité de Verdun marqua un nouveau départ. La Francie occidentale, gouvernée par Charles le Chauve, se développa peu à peu comme un royaume distinct. Certes, les premiers siècles furent encore marqués par l'instabilité, les invasions vikings et la faiblesse royale. Mais ce noyau devint la base sur laquelle les Capétiens, quelques générations plus tard, allaient construire la monarchie française. En ce sens, Verdun posa indirectement les fondations de la France moderne. Pour l'Allemagne, la Francie orientale fut le berceau du Saint-Empire romain germanique, qui prit forme au Xe siècle avec Otton Ier. Mais cet empire resta longtemps une confédération lâche, sans véritable unité politique. Contrairement à la France, qui évolua vers une monarchie centralisée, l'Allemagne demeura fragmentée en duchés, principautés et cités libres. L'unification complète ne viendrait qu'au XIXe siècle, sous l'impulsion de la Prusse. Le traité de Verdun fut donc plus qu'un simple partage dynastique. Il marqua une rupture fondamentale.
la fin d'un rêve impérial et le début d'un avenir où l'Europe serait faite d'États distincts, parfois alliés, souvent rivaux. Sur le plan symbolique, Verdun montra aussi les limites de l'héritage de Charlemagne. Son empire, tenu ensemble par sa personnalité et son génie politique, ne pouvait survivre à ses successeurs. La coutume franque de partager les terres entre héritiers se révéla incompatible avec l'idée d'unité impériale. Le traité de Verdun fut une tentative de compromis, mais il marqua aussi l'échec d'un projet d'unité durable. Enfin, ce traité laissa une empreinte psychologique. L'idée d'une Europe unifiée sous un seul empereur continua d'inspirer certains siècles plus tard. On la retrouve dans le Saint-Empire, puis dans d'autres projets impériaux. Mais l'expérience de Verdun avait montré combien il était difficile, voire impossible, de maintenir ensemble des peuples si différents, sans structure solide et sans autorité incontestée. En fin de compte, le traité de Verdun ne fit pas que diviser un empire. Il créa les fractures qui allaient structurer l'histoire de l'Europe. Il donna naissance à deux entités qui deviendraient centrales dans les siècles suivants, la France et l'Allemagne. Il expliqua aussi pourquoi la région entre les deux, la fameuse Lotharingie, resta longtemps une zone disputée. Ce traité fut donc un moment charnière. Il mit fin à l'illusion d'un empire unique et ouvrit la voie à une Europe faite de royaumes concurrents, chacun affirmant sa propre identité. Ses conséquences résonnèrent bien au-delà du IXe siècle, influençant encore, des siècles plus tard, les conflits, les frontières et même les mentalités des peuples européens. Le traité de Verdun fut le crépuscule d'un empire, mais aussi l'aube de l'Europe moderne. La conquête normande. Comment la France a façonné le destin de l'Angleterre. Imaginez vivre en Angleterre en l'an 1066. Le royaume est en plein chaos. Le roi Édouard le Confesseur vient de mourir sans héritier direct, et trois hommes se disputent la couronne. Harold Godwinson, le puissant comte de Wessex, Harald Hardrada, le redoutable roi de Norvège, et Guillaume, le duc de Normandie. Harold réussit à s'emparer du trône et se fait couronner roi d'Angleterre. Mais de l'autre côté de la Manche, Guillaume n'a aucune intention de laisser passer cette occasion. Pour lui, ce trône lui revient de droit, et il est prêt à tout pour le prendre par la force. Pourquoi un duc français, installé en Normandie, se souciait-il autant de la couronne anglaise? Guillaume avait un lien de parenté lointain avec Édouard le Confesseur, dont il était le cousin. Selon la tradition, Édouard lui aurait même promis la couronne, reconnaissant en lui un héritier légitime. Mais Harold, en se faisant couronner, brisa cette promesse. Aux yeux de Guillaume, ce n'était pas seulement une trahison, mais une provocation qui devait être punie. En l'an 1066, Guillaume rassembla une armée impressionnante. Chevaliers lourdement armés, archers, soldats à pied, et surtout une flotte de navires pour traverser la Manche. C'était une opération colossale pour l'époque, nécessitant des mois de préparation. Les Normands étaient de redoutables guerriers, héritiers des Vikings qui s'étaient installés en Normandie 2 siècles plus tôt. Leur technique de combat, leur discipline militaire et leur maîtrise de la cavalerie lourde en faisaient une force redoutée dans toute l'Europe. Le 14 octobre de cette même année, l'armée normande affronta les troupes d'Harold
à Hastings. Ce fut une bataille acharnée qui dura toute la journée. Les soldats anglais, fidèles à leur roi, formèrent un solide mur de boucliers, une tactique redoutable héritée de leurs ancêtres anglo-saxons. Pendant des heures, ils repoussèrent les assauts normands. Mais Guillaume usa de ruse. Simulant une retraite, il attira les Anglais hors de leur formation compacte. Ce fut le tournant. La cavalerie normande chargea, brisant les lignes ennemies. Harold fut tué, peut être d'une flèche dans l'œil selon certaines chroniques. Sa mort marqua la fin de la résistance anglaise. Quelques semaines plus tard, Guillaume entra triomphalement à Londres. Le jour de Noël de l'an 1066, il fut sacré roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. À partir de ce moment, l'Angleterre entra dans une ère nouvelle. Mais cette conquête ne fut pas seulement un changement de souverain. Elle redessina profondément l'avenir du royaume. Guillaume, que l'histoire surnommera bientôt le Conquérant, entreprit de remodeler toute la société anglaise. La noblesse anglo-saxonne, qui détenait le pouvoir depuis des siècles, fut peu à peu remplacée par des seigneurs normands. Ces derniers reçurent de vastes terres en récompense de leur fidélité. L'aristocratie anglaise traditionnelle fut ainsi éclipsée, laissant place à une nouvelle élite venue du continent. Avec eux, les Normands apportèrent leurs coutumes, leurs droits, leur architecture et surtout leur langue. Le français devint la langue dominante à la cour, dans l'administration et dans la justice. Pendant plusieurs siècles, l'Angleterre vécut dans un bilinguisme particulier. Le peuple continuait à parler l'anglais ancien, tandis que les nobles et les juges utilisaient le français. De ce mélange naquit progressivement le moyen anglais, une langue nouvelle enrichie de milliers de mots français. Des termes comme cour, couronne, justice, parlement ou gouvernement entrèrent dans le vocabulaire anglais et y restèrent jusqu'à aujourd'hui. Guillaume consolida aussi sa domination par la pierre. Partout dans le royaume, il fit construire des châteaux et des forteresses. Ces imposants symboles de pouvoir servaient à contrôler la population locale et à prévenir toute rébellion. La tour de Londres, commencée sous son règne, en est le plus célèbre exemple. Ces constructions, solides et stratégiques, transformèrent le paysage anglais et imposèrent visuellement l'autorité normande. La conquête introduisit également un système féodal strict. Désormais, toutes les terres appartenaient en théorie au roi, qui les concédait à ses vassaux en échange de services militaires. Ce système renforçait la centralité du pouvoir royal et réduisait l'indépendance des grands seigneurs. La loyauté envers le roi devenait le principe fondamental de la société. En l'an 1086, Guillaume fit rédiger le Domesday Book, un immense registre recensant toutes les terres, les villages et les ressources du royaume. C'était un outil sans précédent permettant de contrôler efficacement l'impôt et de mesurer la richesse de l'Angleterre. Mais l'impact de la conquête normande alla bien au-delà de la politique et de l'économie. Elle transforma l'identité même de l'Angleterre. Le royaume, autrefois façonné par les traditions anglo-saxonnes, fut désormais marqué par l'influence française. L'art, l'architecture, la littérature et même la cuisine portèrent l'empreinte normande. Dans les églises et les cathédrales, le style roman importé de Normandie remplaça peu à peu les anciennes constructions. Bien sûr, tout ne se fit pas sans résistance. Dans le nord de l'Angleterre, des révoltes éclatèrent. Guillaume réagit avec une brutalité extrême.
Entre l'an 1069 et l'an 1070, il lança ce que l'on appelle le Harrying of the North, une campagne de terre brûlée qui ravagea des villages entiers et tua des milliers de personnes. Ce fut une démonstration de force terrible, mais efficace. Elle écrasa toute tentative de rébellion et assura durablement son pouvoir. L'héritage de cette conquête ne s'arrêta pas à l'époque de Guillaume. Pendant des siècles, les rois d'Angleterre restèrent liés à la France, car ils étaient eux-mêmes issus de lignées normandes puis angevines. Ces liens complexes, entre appartenance anglaise et origine française, allaient plus tard être à l'origine de la guerre de Saint-Hans. Quand les rois d'Angleterre revendiquèrent de nouveau la couronne de France, ce fut en partie parce qu'ils étaient les descendants de Guillaume et de ses successeurs. La conquête normande fut donc bien plus qu'une victoire militaire. Elle transforma la langue, la culture et l'organisation politique de l'Angleterre. Elle marqua aussi le début d'un long face à face entre la France et l'Angleterre, deux royaumes désormais inséparablement liés par leur histoire. Encore aujourd'hui, les traces de 1066 sont visibles. Dans la langue anglaise, riche de mots français, dans les institutions et dans les châteaux normands qui dominent encore le paysage. En somme, la conquête normande façonna l'avenir de l'Angleterre autant qu'elle renforça l'influence de la France sur la scène européenne. Elle montra à quel point un événement unique, une bataille décisive, pouvait changer pour toujours le destin d'un pays. 1000 ans plus tard, l'ombre de Guillaume le Conquérant plane toujours sur l'histoire anglaise et rappelle que, ce jour d'octobre 1066, sur la colline d'Hastings, la France a façonné le futur de l'Angleterre. Jeanne d'Arc, la pucelle qui changea le cours de l'histoire. Imaginez être adolescent et vous retrouver soudain au cœur d'une guerre qui dure depuis près d'un siècle. Vous venez d'un petit village. Vous n'avez ni richesse ni éducation, mais vous êtes convaincu que Dieu vous a confié une mission. C'est l'histoire de Jeanne d'Arc, un nom qui résonne encore plus de 600 ans plus tard. Mais comment une simple paysanne de Domrémy est-elle devenue l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France et, au-delà, un symbole universel de courage et de foi? En l'an 1430, la France était plongée dans les dernières et les plus sombres décennies de la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre. Le pays était déchiré entre deux prétendants au trône, le dauphin Charles, futur Charles le Septième, et Henri VI d'Angleterre, proclamé héritier de la couronne française par le traité de Troyes de 1420. Ce traité, signé sous la contrainte par Charles le VI, affaibli par la folie, déshéritait son propre fils. Résultat, une France divisée, occupée, épuisée par des décennies de guerre et de famine. Dans ce chaos surgit une jeune fille de 17 ans qui allait bouleverser le destin du royaume. Jeanne naquit en 1412, dans le petit village de Domrémy, en Lorraine. Elle était issue d'une famille de paysans modestes, pieux et travailleurs. Dès son enfance, elle affirma entendre des voix célestes, celles de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, qui lui ordonnaient de sauver la France, de chasser les Anglais et de faire sacrer Charles à Reims. À une époque où la religion imprégnait chaque aspect de la vie, ces visions ne lui paraissaient pas étranges, mais une mission claire envoyée par Dieu. Pourtant, une paysanne sans éducation ni expérience militaire n'avait aucune raison d'être écoutée par les puissants. Mais Jeanne possédait une foi et une détermination hors du commun. Elle insista
affirma sa mission devant les autorités locales, puis finit par se présenter à la cour du dauphin Charles, réfugié à Chinon. Après plusieurs refus, elle réussit à être introduite auprès de lui au début de l'an 1429. Selon les témoignages, elle sut convaincre Charles non seulement par ses paroles, mais aussi par la force de sa conviction. On raconte qu'elle lui aurait révélé un secret connu de lui seul, preuve de son inspiration divine. Charles, désespéré et manquant de ressources militaires, choisit de lui faire confiance. Il lui donna une petite armée, une armure et une bannière blanche marquée du nom de Jésus. Jeanne, qui n'était encore qu'une adolescente, prit ainsi la tête d'une troupe de soldats aguerris. Ce geste, extraordinaire pour l'époque, marqua le début de sa légende. Sa première grande épreuve fut le siège d'Orléans. Depuis des mois, la ville résistait aux Anglais, mais ses habitants étaient au bord de l'épuisement. Lorsque Jeanne arriva en avril de l'an 1429, son simple courage redonna espoir aux assiégés. Elle galvanisa les troupes, mena les assauts en brandissant sa bannière et non une épée, et finit par briser le siège en mai. La victoire d'Orléans fut un tournant décisif. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La pucelle, envoyée par Dieu, avait libéré la ville et rallumé la flamme de l'espérance dans tout le royaume. Forte de ce succès, Jeanne pressa Charles de se rendre à Reims, la ville traditionnelle du sacre des rois de France, alors même que le trajet traversait des territoires encore sous contrôle ennemi. Contre toute attente, la population ouvrit les portes au dauphin et à son armée. En juillet de la même année, Charles fut sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. Ce couronnement, rendu possible par Jeanne, redonna une légitimité immense au roi. Pour la première fois depuis des décennies, les Français pouvaient croire en une victoire finale contre l'occupant. Mais la mission de Jeanne ne s'arrêta pas là. Elle participa à d'autres campagnes, dont la tentative de reprendre Paris. Cependant, la chance tourna. En mai de l'an 1430, elle fut capturée lors du siège de Compiègne par les Bourguignons, alliés des Anglais. Son arrestation fut une aubaine pour ses ennemis. Ils tenaient entre leurs mains non seulement une chef de guerre, mais aussi un symbole qui galvanisait la France. Livrée aux Anglais, Jeanne fut jugée à Rouen par un tribunal ecclésiastique dirigé par l'évêque Pierre Cauchon, favorable aux Bourguignons. Son procès fut un instrument politique destiné à discréditer Charles VII et à prouver que sa légitimité reposait sur une sorcière ou une hérétique. Jeanne fut accusée d'hérésie, de sorcellerie et de travestissement, car elle portait des habits masculins, interdits à une femme selon la loi de l'Église. Durant son procès, elle fit preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. Elle résista au piège des juges, refusa de renier ses voix et défendit sa mission avec dignité. Ses réponses, consignées dans les procès-verbaux, impressionnèrent même ses adversaires. Mais l'issue était décidée d'avance. Jeanne devait mourir pour briser le mythe qu'elle représentait. Le 30 mai de l'an 1431, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du vieux marché de Rouen. Elle avait 19 ans. Ses dernières paroles furent une prière. Et beaucoup de témoins affirmèrent qu'elle mourut en appelant le nom de Jésus. Pour le peuple français, ce fut une perte terrible, mais aussi le début d'une légende indestructible. Après sa mort, son image ne cessa de grandir. En l'an 1456, un nouveau procès ordonné par le pape Calixte III réhabilita Jeanne
et annula la condamnation injuste. Son souvenir continua d'inspirer les générations. Des siècles plus tard, en l'an 1920, elle fut canonisée par l'Église catholique, devenant sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui encore, son histoire reste un modèle de courage, de foi et de résistance. Jeanne d'Arc n'a vécu que 19 années, mais elle a changé le cours de l'histoire. Elle a redonné une légitimité à la couronne de France, contribué à inverser le cours de la guerre de Cent Ans et inspiré des générations entières. Elle est devenue un symbole universel, associant patriotisme, conviction religieuse et force de caractère. Jeanne d'Arc fut bien plus qu'une héroïne nationale. Elle incarna la capacité d'une simple paysanne à transformer le destin d'un royaume. Son héritage dépasse la France. Il rappelle au monde entier que même les plus humbles, portés par une foi et une conviction inébranlables, peuvent devenir des figures immortelles de l'histoire. La croissance des villes et du commerce dans la France médiévale. Imaginez une époque où les rues étaient boueuses et où les marchés animés n'étaient qu'un rêve. Au début du Moyen Âge, la plupart des gens vivaient dans des villages ruraux, sous l'autorité de seigneurs féodaux, cultivant la terre et menant une vie simple et isolée. Mais petit à petit, le monde changea. La France vit apparaître quelque chose qui allait transformer son avenir. Les villes, les marchés et le commerce. La croissance des villes fut lente, presque imperceptible. Mais dès le XIIe siècle, un nouveau modèle se dessina. Les villes se développèrent, le commerce prospéra, et avec lui, le pouvoir économique des cités grandit, bouleversant la société et la politique. Au départ, sous le système féodal, la majorité des gens dépendaient des seigneurs et vivaient de l'agriculture. Les villes étaient rares et la vie urbaine semblait lointaine. Pourtant, certaines régions, le long des fleuves ou sur les côtes, devinrent des points clés pour le commerce. Paris, Bordeaux ou Marseille voyaient passer marchands et voyageurs qui échangeaient marchandises et idées. Les villes évoluèrent aussi grâce aux chartes de ville qui donnaient aux habitants des droits pour organiser marchés, collecter impôts et s'administrer partiellement. Les bourgs cessèrent d'être de simples villages et devinrent de vrais centres de commerce et d'industrie. La richesse changea de sens. Elle ne se mesurait plus seulement à la terre, mais aussi à l'argent. Marchands et artisans créèrent des guildes pour défendre leur métier, fixer les prix et garantir la qualité. Au XIIe et XIIIe siècle, la France s'intégra à un vaste commerce européen et méditerranéen. La laine, le vin, le drap et le sel se vendaient partout. Paris, Toulouse et Lyon devinrent des centres importants. Marseille et Rouen des carrefours maritimes animés. Le commerce apporta aussi des idées et des techniques. Savants et artisans collaborèrent, donnant naissance à des avancées en architecture, mathématiques et arts. Malgré les tensions avec les seigneurs, la croissance urbaine continua. La monarchie comprit vite l'intérêt de soutenir ce dynamisme. Des rois comme Saint Louis encouragèrent le développement des villes. À la fin du XIIIe siècle, la France avait changé. La campagne restait féodale, mais les villes étaient des foyers de commerce, culture et innovation. L'essor urbain contribua au déclin du féodalisme, à la montée de la bourgeoisie et à l'émergence d'un État centralisé. La croissance des villes et du commerce transforma durablement la France en un royaume dynamique et connecté, où le pouvoir des habitants des villes s'affirmait, marquant le début d'un nouveau chapitre de son histoire.
l'essor des chevaliers, la culture chevaleresque de la France. Ferme les yeux un instant et imagine un jeune chevalier, son armure brillante au soleil, chevauchant vers l'ennemi, l'épée levée. Il ne se bat pas seulement pour son seigneur ou son pays, mais pour un code, un ensemble de valeurs qui guident sa vie. Cette image, on l'a tous vue dans les films et les livres. Mais qu'est-ce qui faisait du chevalier médiéval en France bien plus qu'un simple guerrier? La chevalerie naît après la chute de l'Empire romain, quand l'Europe se divise et que le féodalisme s'installe. Au départ, un chevalier est juste un soldat à cheval, capable de se payer un cheval et une armure. Mais vite, ces hommes deviennent des symboles d'honneur, de loyauté et de courage. En France, au XIe et XIIe siècle, le chevalier doit suivre un code, un ensemble de règles non écrites sur l'honneur, la bravoure et la courtoisie. Être chevalier ne signifie pas seulement manier l'épée. Il doit protéger les faibles, défendre l'Église et combattre au nom de Dieu. Les croisades illustrent bien cette idée. Les chevaliers cherchent aussi le mérite spirituel et le salut, pas seulement des richesses. L'Église influence fortement ce code moral et apparaît l'amour courtois. Le chevalier doit être courageux, mais aussi respectueux, surtout envers les femmes. Cet idéal inspire la littérature, avec Chrétien de Troyes et les légendes du roi Arthur. Pour devenir chevalier, un garçon suit une formation stricte. Page, il apprend la courtoisie, la lecture et la musique. Écuyer, il s'entraîne au combat et au service d'un seigneur. Enfin, il est adoubé et promet de respecter les valeurs chevaleresques. Les chevaliers ne se limitaient pas aux batailles. Ils construisent châteaux, participent à des tournois, gagnent prestige et faveur. L'image du chevalier en armure devient un véritable idéal. Avec l'arrivée des armes à feu, leur rôle militaire diminue, mais leur influence culturelle perdure. Le chevalier, symbole d'honneur et de devoir, façonne la noblesse européenne et inspire l'histoire et la littérature. Aujourd'hui encore, ces exploits continuent de nous fasciner et de définir ce qu'on appelle un héros. La monarchie française, des rois au souverain absolus, ferme les yeux et imagine la cour royale française au XVIe siècle. L'air rempli de parfums, le froissement des robes, la musique dans les salles et les nobles qui bavardent dans des salons dorés. Au centre, le roi, source de tout pouvoir et d'influence. Sa parole fait loi. C'est un monde où le pouvoir est absolu, forgé au fil des siècles. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, les rois devaient composer avec des seigneurs puissants, des évêques influents et des chefs régionaux. Leur pouvoir restait limité et dépendait des alliances. Petit à petit, certains rois changèrent la donne. Louis XI, surnommé le roi araignée, affaiblit la noblesse et plaça davantage de terres sous le contrôle direct de la couronne. François Ier continua cette centralisation, affirmant que c'était lui, et non la noblesse ou l'Église, qui décidait. Puis vint Louis XIV, le roi Soleil. Devenu roi enfant, il vécut les troubles de la Fronde, des révoltes qui marquèrent son enfance et renforcèrent sa volonté. Jamais plus son autorité ne serait contestée. Adulte, il centralisa le pouvoir, armée, justice
économie, tout passait par lui. À Versailles, il attira la noblesse, la soumit à son protocole et fit de la monarchie une force incontestée. Louis XIV fit rayonner la France en Europe, mena des guerres et imposa son modèle de monarchie absolue. Mais le faste avait un prix. Versailles et les guerres épuisèrent le royaume. Les impôts pesaient sur le peuple, tandis que noblesse et clergé restaient privilégiés. À sa mort en 1714, la France était affaiblie. La monarchie resta centrale jusqu'à la Révolution de 1789, qui renversa Louis XVI et abolit le roi absolu au profit des idéaux de liberté, égalité et fraternité. Pourtant, l'héritage resta, l'idée que le roi incarnait l'État et régnait de droit divin marqua durablement la France et l'Europe. De rois médiévaux dépendant de leurs vassaux au monarque absolu, l'histoire montre la force du pouvoir centralisé et le prix qu'il peut coûter. La croisade des Albigeois, hérétiques ou héros. Imagine une époque où tes croyances pouvaient décider de ta vie ou de ta mort. Tu appartiens à une communauté religieuse, profondément attachée à ta foi, et soudain l'Église te désigne comme hérétique. Une armée arrive, brûle les villages, massacre les innocents, tout ça au nom de la pureté religieuse. Voilà le décor de la croisade des Albigeois au début du XIIIe siècle. Était-ce une chasse aux hérétiques ou une guerre contre des héros? Le mouvement cathare, aussi appelé albigeois, se développait dans le Languedoc. Il rejetait une partie des enseignements de l'Église, prônait une vie simple et ascétique et défiait l'autorité papale. Aux yeux de Rome, c'était une menace. Leur foi sapait le pouvoir de l'Église et les revenus tirés des sacrements. Le pape Innocent III essaya d'abord la persuasion avec des missionnaires comme saint Dominique, mais en 1209, après l'assassinat d'un légat papal, la croisade fut lancée. Les croisés du Nord déferlèrent sur le Sud. À Béziers, la ville fut prise et massacrée. Hommes, femmes, enfants, catholiques ou cathares, près de 20 000 morts. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, dit le légat Arnaud Amalric. Carcassonne tomba, les terres furent confisquées, et Simon de Montfort, chef de la croisade, s'empara de domaines. Pour beaucoup, la guerre n'était pas seulement religieuse, c'était aussi une conquête du Sud riche et autonome par le Nord et la monarchie capétienne. Toulouse résista, protégée par le comte Raymond VI. Mais les victoires du Nord finirent par l'emporter. Montségur, dernier bastion cathare, tomba en 1244. Plus de 200 cathares furent brûlés vifs. L'Inquisition traqua ensuite les survivants et réprima toute trace d'hérésie. Les cathares étaient-ils des hérétiques ou des héros? Pour l'Église, des rebelles. Pour leurs partisans, des hommes et des femmes courageux, prêts à mourir pour leur foi et leur liberté. La croisade des Albigeois ne fut pas seulement une guerre de religion, mais aussi une lutte d'identité et d'autonomie pour le sud de la France. Leur histoire, tragique mais inspirante, reste un rappel qu'en foi, politique et pouvoir se mêlent. Le peuple paie souvent le prix le plus lourd. Les États généraux, un précurseur de la Révolution, imagine la France en 1389. Le royaume est fragile, la monarchie peine à gouverner, la noblesse et le clergé pèsent lourd, et le peuple est de plus en plus mécontent. Dans ce contexte apparaît une institution nouvelle, les États généraux, une assemblée qui devait donner la parole à chacun
du moins en théorie. Ils naissent sous Philippe le Bel pour aider le roi à lever de l'argent et légitimer ses décisions, comme sa lutte contre le pape ou ses guerres. Les États généraux représentent les trois ordres, clergé, noblesse et tiers État, le peuple. Mais au début, ils ne servent qu'à conseiller le roi et rédiger des doléances. Leurs plaintes sont rarement suivies d'effet. Petit à petit, le tiers État commence à s'affirmer. En 1393, il réclame justice et droit de regard sur les lois. Pendant la guerre de Sentence, il exige plus de contrôle sur les impôts et la gestion du royaume. Mais le clergé et la noblesse refusent de céder leurs privilèges. Les tensions montent, la société se fissure et les inégalités deviennent de plus en plus visibles. Au fil des siècles, les États généraux restent convoqués seulement quand le roi en a besoin. Sous la monarchie absolue, ils disparaissent presque, laissant le peuple frustré et exclu. Jusqu'en 1789, quand Louis XVI les convoque pour résoudre une crise financière. Le tiers-État, excédé, se transforme en Assemblée nationale constituante. Avec le serment du jeu de paume, il refuse de rester dans l'ombre et prend enfin le pouvoir. Ce qui avait commencé comme un simple outil consultatif devient le catalyseur de la Révolution française. Les États généraux révèlent les inégalités et donnent au peuple un premier goût de participation politique. Nés pour servir le roi, ils finirent par changer la France et ouvrir la voie à une société nouvelle. La fin du Moyen Âge. La France au seuil de la Renaissance. Nous sommes en l'an 1492. La France sort à peine du Moyen Âge. Les châteaux, les seigneurs féodaux et la hiérarchie rigide cèdent peu à peu face à de nouvelles idées, à la science et à la curiosité. Le royaume est prêt pour la Renaissance. Le féodalisme décline. Les seigneurs perdent du pouvoir. Les rois, comme Louis XI et Charles VIII, centralisent l'autorité. L'État devient plus stable et efficace. La pensée aussi change. L'humanisme place l'homme au centre du monde et non plus seulement Dieu. Les intellectuels français redécouvrent la Grèce et Rome, explorent l'art, la littérature et la science. L'art devient plus réaliste, l'architecture adopte des formes équilibrées et classiques. Jean Fouquet apporte l'influence italienne à la peinture française. Les sciences progressent. L'imprimerie diffuse le savoir, les universités se multiplient et des savants, comme Guillaume Budet, étudient l'Antiquité. La France s'ouvre au monde avec les voyages de Christophe Colomb et les ambitions italiennes de Charles VIII, préparant les futures explorations. La Renaissance transforme profondément la France. Elle remplace le Moyen Âge par un monde plus curieux, plus ouvert et tourné vers l'homme. Les guerres et les divisions appartiennent au passé, et le royaume est prêt à devenir un acteur majeur du monde moderne. Et voilà, c'est la fin de notre voyage à travers la France médiévale. Si cette plongée dans l'histoire t'a plu même un tout petit peu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de laisser un commentaire avec tes impressions et de t'abonner pour encore plus d'exploration. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle aventure, que tu viennes pour apprendre ou juste pour te détendre.